À la une de ce journal, le Conseil national de transition a adopté à l'unanimité le projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation qui sera promulgué très prochainement par le président de la transition. La Côte d'Ivoire a célébré ce 7 août le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance, une célébration en grande pompe avec un défilé à Bouaké, occasion également pour le président Alassane Dramane Ouattara de s'adresser à la nation. Elles sont rentrées sous les ovations du peuple malien, finaliste de l'Afrobasket 2025. Les Aigles Dames du Mali ont marqué les esprits par leur parcours sans faute jusqu'en finale. Malgré la défaite face au Nigeria, l'accueil à Bamako a été digne des championnes. Sur ce plateau, Rokia Doumbia, l'une des figures de cette belle aventure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Réunis en session extraordinaire ce jeudi 7 août, le Conseil national de transition a adopté à l'unanimité le projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation. Ce texte, composé de 106 articles, a pour objectif de renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale au Mali. Djeneba Samake et Assetou Bouari. Adopté le 30 juillet par le Conseil des ministres, le projet de loi sur la charte pour la paix et la réconciliation a été examiné et adopté par les membres du Conseil national de transition avec 124 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Après son adoption, il est envisagé des activités de mobilisation et d'appropriation à l'intention de l'ensemble des couches de la communauté nationale pour en faciliter la mise en œuvre. Et cette charte va ouvrir les portes à un avenir radieux parce qu'il faut aller vers la paix. Et sans la paix, il n'y a pas de réconciliation. Et sans réconciliation, il n'y a pas de paix. Et c'est la paix qui ouvre les conditions de développement de tout ce qui va avec. Voilà pourquoi cette charte, aujourd'hui qui a été abordée, va vraiment nous aider à atteindre nos objectifs de façon globale, au bénéfice des Maliens, au bénéfice de tout le peuple du Mali. Ensuite, plusieurs autres projets de loi étaient à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, dont celui relatif à la création de la Direction générale de l'administration pénitentiaire. Cette direction remplace la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, créée depuis 1990 et qui avait montré des insuffisances notoires en termes d'organisation, de gouvernance et de gestion. Il était donc nécessaire de trouver des correctifs à toutes ces insuffisances constatées. Le dit projet de loi a été adopté à 122 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Cette innovation va nous permettre d'assurer une gestion beaucoup plus transparente, une gestion beaucoup plus efficace de notre administration pénitentiaire. Nous allons pouvoir mettre en œuvre certaines réformes majeures qui étaient déjà prévues mais qui n'ont jamais pu être déroulées concernant la mise en place de structures qui vont accueillir par exemple les mineurs dans des centres qui vont assurer leur formation, la création des centres de formation à l'intérieur des maisons d'arrêt, la création des écoles et des structures qui vont permettre d'assurer le suivi post-carcéral de manière beaucoup plus efficace. La transition vers une direction générale vise à renforcer la capacité opérationnelle des services de détention, assurer une meilleure prise en charge des détenus, notamment pour leur réinsertion sociale, et harmoniser les textes juridiques avec les normes internationales relatives aux droits humains et à la gestion carcérale. Ce jeudi 7 août, la Côte d'Ivoire célèbre le 65e anniversaire de son indépendance. À l'occasion, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est adressé à la nation la veille. Il a promis une élection présidentielle apaisée et démocratique en octobre prochain. Assetou Mani Coulibaly. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara promet des élections apaisées le 25 octobre 2025, alors que le PDCI et le PPACI, les deux principaux partis de l'opposition dirigés par Tidjane Thiam et l'ancien président Laurent Gbagbo, sont exclus de la liste électorale suite à des décisions de justice. Les deux partis ont appelé à une marche ce week-end pour, je cite, « réclamer un dialogue avec le pouvoir actuel afin de parvenir à une élection inclusive ». Dans une déclaration à la nation hier mercredi soir, à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du pays, le président Alassane Ouattara a assuré que le droit de vote de chaque citoyen ivoirien sera pleinement respecté dans un esprit de responsabilité et de maturité.
Dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Je tiens à nouveau à rassurer l'ensemble de nos compatriotes. Toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. Le droit de vote de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien sera pleinement respecté. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile. Au pouvoir depuis 2011, le chef de l'État a annoncé fin juillet qu'il se porterait candidat pour un 4e mandat à la tête du pays. Lors de cette adresse du mercredi à la Nation, il a aussi annoncé l'augmentation des primes de fin d'année des fonctionnaires en janvier 2026, ainsi que la revalorisation d'une prime qui sera versée aux retraités le mois prochain. J'ai décidé d'augmenter la prime exceptionnelle de fin d'année des fonctionnaires. Elle passera ainsi d'un tiers du salaire indiciel mensuel de base à 2 tiers du salaire indiciaire mensuel de base en janvier 2026. Pour les retraités, elle passera d'un tiers de la pension mensuelle à 2 tiers de celle-ci en septembre 2025. Comme à l'accoutumée, le président Alassane Dramane Ouattara a accordé sa grâce présidentielle à 8533 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures. Pour clore son discours, le président Alassane Ouattara a invité les Ivoiriens à préserver les acquis du pays afin de bâtir une nation solidaire, stable et prospère. Le ministre ghanéen de la Défense et celui de l'Environnement ont trouvé la mort ce mercredi dans un accident d'hélicoptère. Le crash, qui a également coûté la vie à 6 autres personnes, dont 3 membres de l'équipage, a été confirmé par la présidence quelques heures après la disparition de l'appareil des radars. Fatoumata Wassiou. Le crash de l'hélicoptère militaire Z9 survenu mercredi matin dans le sud du Ghana marque un tournant tragique pour le gouvernement du président John Dramani Mahama. En un clin d'œil, le pays a vu disparaître 2 membres clés de son gouvernement, Edouard Oman Boama, ministre de la Défense, et Ibrahim Murtala Mohamed, ministre de l'Environnement, mais aussi plusieurs hauts responsables politiques et militaires. Ce drame, qualifié de tragédie nationale par le chef d'état-major Julius Debra, intervient dans un contexte de tensions sécuritaires croissantes dans le nord du pays et des luttes acharnées contre l'exploitation minière illégale. La disparition soudaine de ces personnalités qui incarnaient des politiques de réforme et de coopération régionale laisse un vide dans un gouvernement confronté à des défis internes et géopolitiques de taille. L'émotion est d'autant plus vive que le ministre Mohamed devait participer aux négociations environnementales mondiales à Genève, tandis que Boama préparait la publication d'un ouvrage politique de grande envergure. L'annonce de la mise en berne des drapeaux et la suspension des activités du chef de l'État témoignent de la gravité de la situation. Au-delà du choc, ce drame soulève de nombreuses questions sur la sécurité des appareils militaires, les protocoles de vol et la gestion des déplacements des hauts responsables. Si une enquête est annoncée, les attentes en matière de transparence seront fortes. En toile de fond, c'est l'ensemble du pays qui observe, endeuillé, les conséquences humaines d'une défaillance encore inexpliquée dans un Ghana jusque-là relativement épargné par les grandes crises sécuritaires régionales. Sport à présent, la 2e journée de la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations 2025 a débuté hier 6 août. Battu par la Tanzanie lors du premier match, le Burkina Faso n'avait déjà plus droit à l'erreur face à la Centrafrique. Il s'est donc imposé 4-2. Le récit avec Balkissa Traoré. Battu lors de son entrée en lice par la Tanzanie 2-0, le Burkina Faso a répondu de manière exemplaire en s'imposant face à la Centrafrique ce mercredi dans le cadre de la 2e journée du groupe B en Tanzanie du CHAN 2025. Les étalons locaux ont ouvert le score à la 11e minute avant que la Centrafrique n'égalise rapidement à la 15e minute. En seconde mi-temps, le Burkina Faso a pris le dessus et a fini par s'imposer avec un score de 4-2. Avec ce succès, les étalons locaux se repositionnent dans la course à la qualification et occupent provisoirement la 2e place du groupe B.
Ainsi, les regards sont désormais tournés vers leur troisième rencontre, prévue le 13 août où ils tenteront de confirmer cette bonne dynamique face à la Mauritanie et ensuite au Madagascar à la dernière journée. Quant à la République centrafricaine, malgré sa défaite, a montré de belles promesses pour sa première participation au CHAN et devra désormais se battre pour sa survie lors du prochain match face à la même Mauritanie le 9 août. Dans ce même groupe B, la Tanzanie, leader du groupe, a engrangé une deuxième victoire contre la Mauritanie et met un pied en quart de finale. Elles ont fait vibrer tout un pays. De retour de l'Afrobasket 2025 en Côte d'Ivoire, les Aigles Dames du Mali ont été accueillies en véritables héroïnes. Invaincues jusqu'à cette ultime marche, elles ont démontré détermination, talent et esprit d'équipe, suscitant la fierté nationale. Sur le plateau, aujourd'hui, nous recevons l'une des artisanes de ce beau parcours, Rokia Doumbouya, meneuse au sein de l'équipe. Avec elle, on revient sur cette aventure sportive, mais aussi sur l'émotion d'un accueil triomphal à Bamako. Bonsoir à vous et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir à vous. Encore bravo, félicitations à vous et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Tout d'abord, faites-nous part de vos impressions après ce magnifique parcours. On va dire qu'on n'a pas eu exactement ce qu'on voulait, mais l'un des objectifs, c'était de faire vibrer le Mali, leur donner un peu de sourire et le rendre fier. Donc on va dire que ça, on a pu le faire. Et au retour au Mali, les Maliens nous ont vraiment bien accueillis et ils nous ont donné encore plus une fierté qu'on ne savait pas qu'on allait voir au retour. Alors, on imagine que la défaite face au Nigeria a eu un goût amer. Comment est-ce que vous avez vécu ces instants précis, que ce soit sur le terrain et même dans le vestiaire après le match? On a perdu contre eux en 2021 à la finale au Cameroun. Donc, en quelque sorte, personnellement, moi, je sais que je voulais gagner pour beaucoup de raisons. Mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Et c'était vraiment triste. C'était pas qu'on était découragé, mais on était définitivement bouleversé. Alors, malgré cela, le peuple malien a vibré avec vous, vous l'avez même dit. Comment est-ce que vous avez senti cet accueil, notamment à l'aéroport? On avait le cœur chaud. Déjà, on est venu vers 1h du matin, 2h du matin, mais même avec tout ça, il y avait de l'ambiance, les gens étaient vraiment contents de nous voir. Donc, on a célébré avec eux. Malgré qu'on n'a pas eu l'objectif qu'on voulait, on a pu célébrer avec le pays et ça donne en quelque sorte une fierté et aussi le patriotisme qu'on a démontré de l'autre côté. Et donc, dites-nous un mot sur la cohésion au sein du groupe. Comment est-ce que les Aigles Dames, quelle a été votre force tout au long du tournoi? Comme on avait si bien dit, l'objectif c'était de gagner. Et si tu veux gagner, en quelque sorte, il faut avoir le mental et il faut avoir tout le monde sur le même plan. Donc, il n'y avait pas un secret, il n'y avait pas vraiment quelque chose d'autre. On avait tous le même objectif, ce qui était de gagner la coupe. Du coup, c'était pas aussi compliqué de voir la cohésion entre nous. Au-delà de la médaille d'argent, personnellement, comment est-ce que vous retenez cette expérience ivoirienne? On va dire que c'était l'une des meilleures Coupes d'Afrique organisées. Parce que, à vrai dire, on se sentait comme si on était au Mali. Les supporters, l'ambassade, on nous a accueillis là-bas, on a dansé, on a chanté. C'est en quelque sorte comme si on était au Mali. Donc, on va dire que, honnêtement parlé, ça fait partie des top 5. Le sacrifice, il était de taille et le peuple malien est content de vous. Quels sont les futurs projets? C'est de gagner la Coupe d'Afrique. À vrai dire, on peut pas, avec cette groupe, on peut pas juste finir notre carrière comme ça. On a une équipe qui est très spéciale. Donc, l'objectif dans les jours à venir, c'est qu'on va dire 2027, c'est de gagner la Coupe d'Afrique. Au niveau de l'encadrement technique, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. On avait Amsetou Maïga et elle, c'est la seule qui a gagné la Coupe d'Afrique. Donc, l'une des raisons pour laquelle on voulait vraiment gagner, mais il n'y avait aucun problème. Tout le monde était sur le même plan, on avait tous le même objectif. Donc, ça s'est très bien passé. Alors, bravo une fois de plus. Merci. Et merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, c'est gentil.
Voilà, c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.